Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où c'est vrai qu'on va rêver un peu aujourd'hui. On va presque aborder ce que j'ai envie de qualifier de produit un petit peu d'exception. Alors c'est pas du luxe, mais on est presque aux portes du matériel professionnel, en tout cas du côté de chez Sony, avec les deux nouveaux vidéoprojecteurs que le constructeur vient tout juste d'annoncer. Il s'agit des VPL XW Series, alors vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, et plus particulièrement des VPL XW 5000 ES et 7000 ES, des monstres assez incroyables que j'ai eu l'occasion de découvrir dans une présentation en avant-première au siège français de la marque. Et aujourd'hui, je tenais à vous en reparler, histoire de rêver un peu. Peut-être que vous me direz dans les commentaires que vous avez tout à fait les moyens de vous acheter ce genre de produit. Mais vous allez le voir, avec le 5000 ES, Sony change un petit peu la donne, avec le 7000 aussi, mais côté tarif, c'est pas exactement la même chose. Pour échanger sur ce produit, on va retrouver ensemble Maxime Lemoine, avec qui j'ai pu discuter essentiellement sur les nouveautés présentes sur ces deux modèles forcément très haut de gamme. Nous voilà chez Sony France. Maxime Lemoine, merci beaucoup de m'accueillir. Merci à toi d'être venu. C'est cool et c'est d'autant plus sympa que quand on peut enlever le masque et se rendre sur des événements comme ça pour découvrir des espèces de monstres, regardez un peu ces trucs. Alors forcément, il y a plein de nouveautés. Et Maxime, ce qui est intéressant pour vous et ce qui est quand même un phénomène assez important, c'est qu'on est sur un renouvellement qui, en plus, dans l'histoire de Sony et de vos petites habitudes, on peut dire, c'est un lancement qui arrive de manière vraiment... On peut vraiment considérer que c'est un lancement important. Oui, tout à fait. C'est un lancement très important pour deux raisons, en fait. Déjà, il y a un anniversaire chez Sony, ça fait 50 ans qu'on fait de la vidéoprojection. Le premier système de projection qu'on a sorti, à l'époque, un système qui permettait de faire une projection sur un écran de 60 pouces à peu près. C'était en 1972, 2022. Donc 50 ans plus tard, Sony est toujours là sur la vidéoprojection. Plus que jamais, je dirais, puisqu'on a vraiment des très grosses nouveautés cette année. Le type de nouveautés que l'on sort tous les 5-6 ans. Voilà. Changement de châssis, changement de beaucoup de technologies. On est sur du VPL XW 5000 et 7000. Et sur ces deux produits-là, on a quand même 4 gros et grands critères qui vont être renouvelés. La puce, le design, la source lumineuse, etc. Par quoi tu veux commencer ? Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Tu l'as mentionné, XW, nouvelle référence, VPL XW. Donc, excite les VW 590, 290, 790. La série HW aussi qui disparaît. Et donc, on a ces deux modèles qui arrivent. Donc, un petit peu moins de références finalement dans la gamme. Mais nos ingénieurs japonais ont vraiment voulu se concentrer leurs efforts sur deux produits pour vraiment sortir des produits qui soient les produits ultimes dans leur catégorie. Le premier point, je dirais, le cœur du vidéoprojecteur, c'est la matrice SXRD. Donc ça, c'est un savoir-faire Sony, c'est des matrices qui sont développées par Sony au Japon, c'est une technologie propriétaire et qui est renouvelée, qui est tout à fait nouvelle. On passe sur une matrice en 0,61 pouces pour la taille versus 0,74 pouces auparavant. Tu l'as dit, c'est des petits monstres, mais c'est des monstres qui sont quand même plus petits qu'avant. C'est ça, un peu plus petits, un peu plus compacts, un peu plus légers. Ouais. Ça, c'est aussi permis par cette nouvelle matrice qui est en Ultra HD. On n'est plus en 4K. Le 4K cinéma. Voilà, le 4K cinéma, donc résolution 4096 2160, qui était en 17 neuvième. Pour des raisons de praticité à la maison, on n'a jamais vu une télé en 17 neuvième. Là, c'est pareil en fait. Ouais. L'image du vidéoprojecteur, en étant en résolution native Ultra HD, et nativement en 16 neuvième. En fait. Voilà, en 3840, 2160, donc ça c'est quelque chose d'assez connu pour ceux qui nous regardent. On oublie le Full HD, on oublie les lampes aussi. Oui, donc on est sur une gamme full laser, donc plus de lampes. L'idée c'est vraiment de simplifier l'usage du vidéoprojecteur à la maison, de le rendre possible non seulement dans une salle dédiée, mais aussi dans une pièce de vie. Tout le monde ne peut pas forcément avoir une salle tout à fait parfaitement noire, les plafonds, le sol noir, etc. Là, grâce à leur puissance lumineuse, grâce au laser, le laser qui permet l'allumage instantané, l'extinction instantanée aussi du vidéoprojecteur, tout ça, c'est des gros plus. Ça, c'était effectivement le deuxième point
d'innovation de ces deux produits, même si la technologie laser existait déjà. Il y a du Triluminos Pro aussi qui va intervenir sur ces produits. Tu as des données sur forcément ces deux puissances lumineuses. Le 5000 a fortiori sera un peu moins lumineux aussi que le 7000. Tout à fait. Alors le XW5000, donc 2000 lumens, c'est l'équivalent du VW790 qui était un flagship dans notre gamme, un modèle vraiment très haut de gamme. Donc là on reprend une luminosité assez forte, 2000 lumens. Et le XW7000, son grand frère, là on est carrément sur du 3200 lumens. Ça permet vraiment d'avoir une très belle luminosité, forcément dans une salle dédiée avec un très grand écran, mais aussi dans une pièce de vie, avec des contraintes de lumière ambiante, etc., qui sont peut-être un peu plus présentes. Le fait d'augmenter la luminosité, ça permet d'avoir un confort visuel dans tout type d'utilisation finalement. Ce qui est d'autant plus intéressant d'ailleurs, c'est que comme on est sur de la technologie laser, vous annoncez 20 000 heures d'autonomie pour la source d'éclairage, et du coup on peut vraiment aussi désormais considérer ce type de produit comme une vraie télé qu'on va allumer quotidiennement pour regarder ces programmes. Donc exactement. C'est vraiment très intéressant effectivement d'atteindre de telles promesses. Alors après on abordera un petit peu plus tard aussi l'aspect prix. Forcément, on va se garder un peu le meilleur pour la fin. On a aussi un gros boulot qui a été fait sur la partie optique aussi. Des changements du côté des lentilles et du bloc. Comment se distinguent les deux? Alors, déjà, le bloc optique en lui-même. Le bloc optique, c'est ce qui renferme la source lumineuse laser, en fait. Cette source lumineuse laser, alors chez Sony, déjà, ça fait depuis 2013 qu'on fait du laser, initialement sur des projecteurs data, donc pour la bureautique. Au fur et à mesure, la technologie laser a évolué. Là, elle évolue encore avec ces machines-là. Donc un nouveau bloc laser avec des diodes laser dites à haute densité, donc des diodes qui sont plus performantes, le bloc laser est plus compact. Donc ça implique vraiment un bloc optique qui est tout à fait nouveau. Et sur les optiques en elles-mêmes, que l'on a sur l'avant des vidéoprojecteurs. Effectivement, sur le XW5000, sur le XW7000, pardon, on a une optique dite Arc F. Ça, c'est le nom qu'on donne à nos optiques les plus haut de gamme, qui sont issues aussi du savoir-faire photo qu'on a chez Sony. C'est une optique avec un grand nombre de lentilles, beaucoup de verre dans ces lentilles pour éviter la dispersion du point de focus notamment. Bref, une très grande conception asphérique. Une conception asphérique, effectivement. Contrairement à une conception sphérique, ça permet de concentrer en fait le point de focus, donc la netteté de l'image en est grandement améliorée. Et donc là aussi, une optique qui a un diamètre plus important, 70 mm là-dessus. Voilà. C'est assez impressionnant, c'est une belle optique. L'optique du XW5000, je tiens quand même à en parler aussi. C'est une optique qui est également nouvelle. Elle n'est pas réutilisée de précédents vidéoprojecteurs. C'est une optique qui a un traitement spécifique pour l'usage de matrices 4K. Esthétiquement, on pourrait la confondre avec d'anciennes optiques qu'on pouvait utiliser, mais c'est vraiment une nouvelle optique qui est embarquée dans cette machine. Alors, il y a une concession que les ingénieurs japonais ont décidé de faire sur ce 5000, qui peut-être va pour vous être un point un petit peu délicat, encore une fois, compte tenu du positionnement un peu élevé, enfin du positionnement tout simplement cinéma et vidéoprojecteur 4K natif. On n'est pas sur des technologies de vobulation. Ça a un coût, comme le coût de la lentille et de la conception des propriétés optiques de ce produit. C'est le bloc mécanique qui perd sa motorisation. Alors, sur le XW7000, sur le 5000. Sur le 7000, on garde un bloc optique motorisé, mémoire de zoom, etc. Sur le XW5000, effectivement, on perd la motorisation. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ajustement de zoom, de lens shift d'ailleurs. On a une petite trappe ici en fait qui permet l'ajustement via des petites molettes de ces différentes choses. C'est un choix clairement de nos ingénieurs. La priorité a été mise sur les fonctions qui vont vraiment permettre une qualité d'image qui soit optimale. On considère qu'avoir une optique motorisée, c'est pas ça qui va changer en fait le réglage qu'on va faire une fois et puis. Exactement, le réglage on le fait une fois, le projecteur est réglé. Très rapidement, on voit que le design a changé, tu l'as dit, nouvelle conception qui a permis aussi de réduire les formats, de les alléger aussi, parce que je crois qu'on est sur
13 et 14 kilos. Ouais, c'est ouais, ça. tout à fait. Donc, Versus un VW790 qui pesait 20 kilos oui. quand même, qui était beaucoup plus large aussi en termes de taille. On a des produits qui sont très sobres, vraiment. L'idée c'est que l'installation dans une pièce de vie soit pas un problème. Et preuve en est avec le plus gros modèle qui est dispo en blanc maintenant. Ça c'est une nouveauté, on est les seuls à avoir un produit de ce niveau de gamme en couleur blanche. Ouais. Les deux sont dispo en blanc et noir. D'ailleurs. Voilà, tout à fait. On va juste se parler d'un point sympa et puis peut-être deux points qui fâchent. Le point sympa pour le côté traitement, la puce X1 Ultimate, qui était une puce bien connue, ça a marqué un vrai step montant en matière de traitement cinéma sur la partie télé. Alors, ce n'est pas les mêmes traitements qu'on applique quand les puces sont portées au monde du vidéoprojecteur, mais elle apporte quand même des choses qu'on connaît dans le monde de la télé, notamment sur le traitement du HDR, le fait de mieux détourer les sujets aussi. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Effectivement, ouais. On utilisait le X1, alors encore une fois, c'est issu du groupe télé chez Sony. C'est pas tout à fait les mêmes. C'est pas du simple portage. Voilà, c'est pas du simple portage. Il y a des adaptations qui sont faites pour la projection. On passe du X1 au X1 Ultimate sur toute la gamme. Ça veut dire qu'on introduit finalement le processeur qui est sur notre modèle le plus haut de gamme, à 80 000 le GTZ €, 380. Ouais. Donc là, ces produits-là héritent vraiment de ce qu'on avait, de ce qu'on a de mieux, toujours en termes de projection. C'est une puce qui est 2,8 fois plus puissante que la précédente, que la X1. Elle permet beaucoup de choses. Vraiment, déjà, il y a une détection effectivement des objets au sein même des images, au-delà d'une analyse trame par trame. Il y a une détection des objets. Comment est-ce qu'on fait ça? Le traitement vidéo, en fait, tout est une question de données. Plus le processeur va être puissant, plus il va être capable d'analyser l'image en temps réel de manière fine, en récoltant énormément de données. Et toutes ces données, il va les traiter. Et s'il est puissant, il va les traiter de manière précise. Et là, en l'occurrence, on est capable de le faire au niveau d'objets. J'aime bien comparer ça, par exemple, une image, une corbeille de fruits. Avec le précédent processeur, le traitement allait se faire au niveau de la corbeille dans sa globalité. Là, c'est pas que au niveau de la corbeille, c'est aussi au niveau de chaque fruit qui va se trouver dans la corbeille. C'est pour donner un petit peu une image de ce qu'est capable de faire la puce. Et au-delà de ça, bien sûr, elle permet un traitement HDR aussi qui est encore optimisé. Je pense que tu as pu en profiter sur la démo. J'ai pu bien apprécier ce sujet-là. Et donc ça, on rentre dans la notion un petit peu d'intelligence artificielle, processeur entraîné avec des bases de données, d'images. Donc voilà. Bon, j'avais promis un petit point un petit peu qui fâche, forcément, qui est du côté de la connectique. Alors, on a eu de la démonstration home cinéma. Ce sont des produits cinéma, certes high-end, mais des produits home cinéma, mais HDMI 2.0. Ouais, HDMI 2.0, c'est une concession qui a été faite sur ces modèles, effectivement, versus le 2.1. Par rapport à ça, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des produits qui, à la base, sont essentiellement faits pour le cinéma. Néanmoins, ils restent très performants pour le gaming, même si on n'est pas en 2.1. On a les niveaux de latence qui sont les plus faibles du marché. On a 13 millisecondes en HD 120, 21 en 4K 60. C'est ultra performant, c'est les projecteurs les plus performants à ce niveau-là. Et c'est même plus performant que d'autres projecteurs du marché qui sont équipés d'HDMI 2.1. Comment est-ce que c'est possible? C'est vraiment grâce au processeur Ultimate, encore une fois, avec sa vitesse de calcul. Il nous permet vraiment d'avoir un lag qui est réduit. Donc je suis d'accord, on n'a pas de 2.1, mais on compense entre guillemets ça avec la puissance du processeur et le niveau de latence qui est vraiment très 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 faible. Ok, alors j'ai l'impression du coup qu'on coche cette case maintenant du gaming, on en coche beaucoup dans la partie cinéma, mais en même temps ces produits déjà sont réputés pour ça, jusqu'à une couverture annoncée de 95% du DCI-P3, une puce X1 Ultimate qui va intervenir notamment aussi sur des notions d'upscaling, et Sony a, dans le monde de la télé, je le dis régulièrement sur ma chaîne, l'une des plus belles interfaces sur le marché d'Android TV. Vous avez un service Bravia Core, et ces trucs-là, aujourd'hui, c'est point de blocage. On ne met pas de Smart TV dans les vidéoprojecteurs. C'est quand est-ce que ça arrive? Ce ne sont pas des Bravia. Voilà. Ouais. Ce n'est pas des Bravia. Ça reste des diffuseurs, des éléments séparés, un peu comme ce qu'on a en IFI finalement, où on va avoir ampli, pré-ampli, tous les blocs, etc. Là, c'est vrai que traditionnellement, c'est plutôt des produits qui s'installent dans ce genre de configuration. Donc, on va imaginer plutôt le diffuseur, donc le vidéoprojecteur, auquel va être lié une source, un media player, etc. Donc c'est vrai qu'on n'a pas encore
franchi le cap, le pas, je dirais, d'embarquer toute une intelligence ou le côté smart projector, smart TV, on va dire, parce qu'on considère ça encore comme un élément séparé. Ok, c'est dommage. Avouez-le, franchement, moi, je ne demande qu'à avoir un peu de côté smart, effectivement, le côté consommé, parce que ça a du sens. On a vu des démos tout à l'heure, et moi, je suis persuadé qu'un simple Netflix là-dessus, enfin, pour citer que ce service-là, mais je parlais de Bravia Core, qui est quand même l'équivalent du Blu-ray en matière de débit avec du 80 mégabits. Donc, bon, je vous remercie beaucoup, Maxime. Merci à toi. Voilà, on est de retour dans mon salon. Et alors, avant de vous livrer mes premières impressions sur ces deux produits, c'est à moi que revient cette chance de vous partager les prix définitifs de ces deux produits. Parce que oui, l'interview de Maxime que vous avez vue, elle a maintenant plus de 15 jours. Et à ce moment-là, les prix n'étaient pas définitifs. La disponibilité non plus d'ailleurs. Et d'ailleurs, côté disponibilité, sachant que ça va arriver dans le courant de l'été, sans plus de précision pour l'instant. Je ne sais pas si Sony prend des précautions, rapport peut-être à certaines pénuries de composants, etc. Je pense qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas encore complètement. Quoi qu'il en soit, côté tarif, maintenant les choses sont un petit peu plus fixées puisque le VPL XW 5000 ES arrivera à 5 999 € et le 7000 ES, il faudra compter 14 999 €. Bon, allez, on va dire 6 000 et 15 000 € et je tiens quand même évidemment à rappeler, alors oui, c'est extrêmement cher, enfin c'est cher, peut-être évidemment un peu moins pour le 5000 ES, dites-moi dans les commentaires si c'est typiquement le genre de choses pour lesquelles vous pourriez craquer. C'est des produits d'exception tout simplement et c'est ce qui m'emmène maintenant à partager avec vous mes premières impressions sur ces deux vidéoprojecteurs avec un point important tout d'abord, c'est que comme je l'ai dit, cette présentation organisée pour la presse, elle a été faite dans les locaux français de chez Sony et absolument pas dans une salle aménagée pour le home cinéma. On était dans une salle de réunion initialement qui a été certes aménagée à mesure où nous avions des tables disposées en U pour accueillir tous les journalistes. C'est d'ailleurs ce qui va expliquer le fait que les images que vous allez voir, elles sont essentiellement filmées sur le côté, pas simple d'aller se positionner au centre, déranger un petit peu tout le monde et puis pour vous décrire un peu l'envers du décor, j'avais pas envie de me mettre au fond de la salle, de zoomer avec la caméra parce que avec les propriétés même de mon optique de la caméra, on aurait pu perdre en qualité d'image. Cette parenthèse refermée, là où c'est intéressant, c'est que c'est déjà une mise en situation par rapport à ce que Sony met en avant sur cette nouvelle gamme de vidéoprojecteurs et dès le 5000 ES, c'est que l'intégration du dispositif d'éclairage laser offre une lumière telle que du coup on va pouvoir adresser une clientèle qui n'aura pas envie de se créer une véritable salle home cinéma avec des murs noirs, un plafond noir, etc. Et là on était déjà dans une pièce qui était absolument pas sujette à faciliter la projection. Mur blanc, plafond blanc, avec des dalles extrêmement réfléchissantes, etc., des dalles au plafond. Donc pas une situation idéale. En revanche, sachez tout de même que ce que vous allez voir, c'est des images qui ont été projetées sur une toile de 3,50 m de base, vous savez, ces toiles techniques un petit peu grises, et qui forcément va contribuer à vraiment la perception de cette qualité d'image. Et au travers de la caméra, évidemment, il y a de la perte. Ce que je peux vous dire, et à vrai dire, j'imagine que vous vous en doutez un petit peu, c'est que j'ai pris une très très grosse claque. J'avais déjà testé le VPL 290 ES de chez Sony pour la rédaction de clubic.com. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien dans la description pour tous ceux qui voudraient aller voir ce que vaut ce vidéoprojecteur, parce que il est sans doute encore distribué. Il y a peut-être encore même des promotions qui courent sur ce produit. C'était complètement dingue en matière de fidélité des couleurs, en matière de précision, de netteté, etc. Et ce 5000W, ce XW 5000 ES, déjà, j'ai retrouvé cette sensation, vous savez, comme on a du Sony dans le monde du téléviseur avec ce traitement cinéma, etc., j'ai retrouvé ce plaisir qu'on peut avoir, cette impression vraiment d'avoir un vidéoprojecteur juste à côté de soi et d'avoir cette perception d'une image cinéma en matière de rendu, de fluidité. Et ce qui m'a vraiment percuté sur le 5000, c'est l'un des points qui avait été mis en avant dans la petite présentation qu'on avait pu avoir, à savoir
effectivement cette sensation de netteté de l'image, mais sur l'intégralité de l'image. Il y a aussi ce pendant important du traitement qui est la reproduction des contenus HDR. Et sur ce point spécifique, j'ai été extrêmement agréablement surpris parce que quand on lit la fiche technique, on se dit bon ok, source laser 2000 lumens, ok pourquoi pas, certes c'est une jolie performance, mais sur le papier 2000 lumens, on ne dit pas waouh c'est génial. Sauf que là, c'est concrétisé, encore une fois, il y a cet écran technique, cette toile qui contribue là encore à vraiment reproduire une image idéale, mais c'était vraiment surprenant dans cette intensité lumineuse, dans cette capacité à reproduire les contenus HDR. Alors on a eu évidemment des boucles plutôt flatteuses dans leur genre, c'était des dessins animés, effectivement, il y avait des choses très colorées, etc. Malheureusement, j'ai pu commencer à regarder les rushs et j'ai l'impression qu'on perçoit moins la notion de fluidité de l'image. C'est un petit peu dommage parce qu'elle était vraiment assez exceptionnelle. Alors j'en viens maintenant à mes impressions sur le XW7000ES, 15 000 €, c'est 3 fois le prix du modèle dont je viens du 5000ES dont je vous ai parlé juste avant. Et il y a encore un sacré gap, forcément, c'est essentiellement lié à la puissance lumineuse puisqu'on passe de 2000 lumens à 3200, donc forcément ça fait une énorme différence et en cela ça permet d'exploiter encore mieux les capacités techniques de cette fameuse puce X1 Ultimate et le rendu HDR prend encore une autre dimension. Et alors j'espère qu'on va vraiment bien le voir dans ces images parce que c'était flagrant, mais alors vraiment Sony nous avait préparé des boucles. Puis ensuite, je leur ai demandé, je leur ai dit, est-ce qu'on ne peut pas avoir la boucle, en l'occurrence de A Star Is Born, où Lady Gaga chante, pour comparer les deux images. Et c'est là que je dis que j'espère qu'on va bien voir la différence, parce que c'était vraiment super flagrant. Dans la projection du 5000 et dans la projection du 7000, on a le HDR profite évidemment de cette meilleure luminosité pour faire ressortir tous les détails, tous les traitements de l'image en avant-plan, en arrière-plan, le micro lorsque Lady Gaga chante, on a presque l'impression de pouvoir aller le chercher. Il se détache tellement, il est tellement piqué, tellement net, même si c'est de l'Ultra HD, plus de la 4K cinéma, c'est un autre débat que vous pourrez avoir dans les commentaires si vous le souhaitez, même si c'est de l'Ultra HD natif néanmoins, ce qui justifie le prix des produits, c'est super propre, c'est complètement, moi j'étais vraiment très séduit. Et il y a ensuite, dans cette petite boucle, des choses qui découlent comme ça, des éléments que l'on voit ressortir, le public qui apparaît de manière plus précise dans certaines des scènes par rapport au 5000ES. Et comme ça, voilà, on voit bien que cette puissance lumineuse profite à l'exploitation du HDR. Alors, il y a peut-être des images qui vous semblent un petit peu plus cramées aussi sur le 7000 par rapport au 5000, c'est tout simplement parce que j'ai gardé les mêmes réglages. La projection avait commencé par le 5000, j'ai fait les réglages de la caméra en mode manuel et ensuite sont arrivées les projections avec le 7000 et j'ai gardé les mêmes réglages volontairement, tout simplement pour ne pas vous tromper, j'ai envie de dire, sur l'effet que l'image serait exactement la même. Évidemment, si je change les réglages de caméra, vous aurez l'impression que le rendu est toujours le même. Donc c'était assez étonnant. L'expérience s'est prolongée aussi avec une démonstration gaming. Et là, de mémoire, je crois que c'était avec le 7000. Le constructeur avait branché une PlayStation 5. Alors, je vous l'ai dit juste avant, c'est quand même une déception que de ne pas avoir du HDMI 2.1. Et le rendu était néanmoins tout à fait satisfaisant. Alors évidemment, dans ce cadre d'utilisation, l'impression de gigantesque image fait forcément son effet. On est dans une immersion incroyable, 3,50 m de base pour l'écran que nous avions là. Et visiblement, cet input lag fait son office. Les personnes qui ont testé le produit, moi je filmais, n'ont pas eu l'air de se plaindre de cette latence entre la manette et la répercussion à l'écran. Et là encore, de mon appréciation, j'ai trouvé l'image plutôt fluide, elle aussi. J'ai pas noté de tearing, de décrochage, d'artefacts comme on peut en avoir régulièrement avec des mauvais produits. Et puis surtout, sur les plans que vous allez voir là, encore une fois, belle impression de la netteté globale. On a vraiment un piqué, que ce soit sur l'avant-plan avec effectivement ce tableau de bord, etc. Mais aussi dans la partie en haut à gauche de l'image avec le nom des pilotes et cette netteté qui est vraiment remarquable. Vraiment, l'Ultra HD natif fait tout simplement son office. Alors il faut du coup quand même se contenter, si vous privilégiez entre guillemets la fluidité, d'une image 1080 120 Hz. Alors on n'a pas testé cette
configuration-là pour voir si derrière le X1 Ultimate faisait un boulot suffisamment intéressant pour que le 1080 reste propre aussi. Mais la 4K à 60, en même temps aujourd'hui la PlayStation 5 ne propose guère beaucoup mieux. Et donc du coup, c'était quand même une reproduction très très intéressante. Et forcément, encore une fois, j'insiste, hein, le côté immense de cette projection fait une grosse différence. Donc, très très intéressant aussi sur cette partie gaming, même s'il est vrai, et on en arrive maintenant un petit peu à mes reproches que je peux faire sur ce produit. Côté positif, vous l'aurez compris, qualité de l'image, etc., construction des produits. À noter aussi hein, que ce sont des produits qui sont super silencieux, mais ça, c'est quand même une propriété qui était déjà constatée, que j'avais pu constater sur le 290 ES. La soufflerie de ces appareils a un son plutôt sourd, hein, plutôt grave, et donc du coup, c'est vrai que c'est moins dérangeant, surtout s'ils sont évidemment encastrés, accrochés au plafond, donc ça aide évidemment. Et puis j'imagine aussi que quand on a de tels appareils, on y associe un équipement audio qui va bien, hein, un système hi-fi. Et donc ça fait partie des points positifs, tout ça. Mais ce que je regrette, c'est déjà ce que j'avais commencé à dire à Maxime dans cette interview, eh bien c'est qu'on a ces prises HDMI 2.0B et on n'a pas cette interface Smart TV, parce que si on est sur un dispositif laser avec 20 000 heures d'autonomie estimée, et qu'on peut se dire je vais commencer à consommer mon vidéoprojecteur un petit peu comme je consomme de la télé, eh ben, donnez-nous une interface Smart TV, enfin Android TV, Google TV, qui, je le redis là encore, hein, mais avec du Bravia Core associé derrière, puisqu'on a cette puce X1 Ultimate, il faudrait une connexion Wi-Fi suffisamment robuste à l'intérieur pour accepter ces 80 mégabits par seconde. Là aussi, je vous mets une vidéo ici, mais dans la description, de présentation du service de Bravia Core. Mais Sony semble vouloir prolonger ce service de streaming. Et puis évidemment, on a Netflix, Disney+, etc. Vous connaissez un petit peu tout le délire des services de streaming aujourd'hui. Et j'ai l'impression qu'on passe sérieusement à côté de quelque chose, parce que oui, on peut être fan de produits cinéma à 15 000 euros, mais on peut aussi consommer pas que du Blu-ray, hein, et consommer aussi les services dont je vous ai parlé, Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc., Apple TV, tout ce qu'on veut. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Mes petits regrets sur ce point de vue-là, donc ça rejoint évidemment un petit peu les critiques sur ces produits, 5 000 et 15 000 euros. Moi, j'aurais vraiment aimé. Donc, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était évidemment premières impressions et présentation. Je pense que je testerai ces produits sur la chaîne. Donc, si vous avez d'ores et déjà des questions à me poser, hein, parce que évidemment, hein, peut-être qu'êtes-vous intéressé par ce type de produit, ou tout simplement, eh bien, comme moi, vous aviez un petit peu envie de rêver à ces produits d'exception. Vous avez en tout cas eh bien, la possibilité d'échanger dans l'espace commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo encore une fois. Le petit pouce en l'air qui va bien, ça motive et puis c'est bon pour l'algorithme. Vous retrouverez aussi juste à côté de moi eh bien, les réseaux sociaux hein, pour me contacter sur Instagram ou Twitter. Et puis dans la description de cette vidéo, vous retrouverez également le lien vers notre groupe de discussion Discord. Comme je le disais, le test à venir sur la chaîne, mais vous l'avez vu, hein, ça sera dans le courant de l'été. Donc si vous avez d'ores et déjà des questions, eh bien, commencez à les notifier en dessous. Et voilà, donc deux produits qui forcément, moi, m'ont fait un petit peu rêver. Et forcément, ça coûte très très cher. Bon, il paraît que quand on aime, on ne compte pas. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao!